GitHub en pleine crise, panne à répétition, capacité saturée par l'intelligence artificielle, la confiance des devs s'effrite et les Pays-Bas ont choisi. Téléchirurgie, un robot déraille fatalement, boucle fermée instable, pignon usé. L'âge, une maladie guérissable, Yamanaka Factor rattrape la science-fiction. Newell Spatial, saké japonais macéré en orbite vendu une fortune. Stency, des boules en béton immergées qui stockent l'éolien, le niveau des mers en hausse. Firefox versus Mythos, 271 vulnérabilités traquées, compte à rebours, lancé. Musique synthétique, standard ou soupe IA, il y a débat. Plongez donc dedans, c'est maintenant. Et voilà encore un nouvel épisode des Technos avec quelques chroniqueurs, je dis toujours le gros de la troupe en quelque sorte. D'un côté nous avons par exemple quelqu'un qui fait du bruit avec son micro. Nous avons Sébastien le pas barbu. Bonsoir, salut Sébastien. bonjour. Nous avons Thierry qui est à bord de son van qui est maintenant un camion, c'est un 30 tonnes quelque part en Bretagne, c'est ça Il a pris du poids. Il a pris du poids. C'est un 18 tonnes, il est petit. C'est un 18 tonnes. Ah, c'est un 18 tonnes, d'accord. Ok. Voilà. D'un autre côté, nous avons également Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Et puis l'autre Sébastien, salut, dans sa qui est là cave. également, qui est au fond de sa cave, effectivement. Et toute cette petite troupe va vous accompagner durant tout un épisode. Vous le savez, nous avons le résultat de leur veille technologique sous le coude. Et je dois dire qu'il y a des sujets, il y a de quoi faire. Et donc, on ne va pas traîner, on va y aller tout de suite. Si vous entendez des bruits étranges, c'est tout à fait normal. Il y a des animaux, il y a des petits oiseaux, il y a un chien aussi quelque part qui ronge un os. Donc tout ça est tout à fait naturel. C'est un épisode naturel, on va le dire comme ça. On commence avec, si vous le voulez bien, Sébastien. Sébastien, on va parler de GitHub qui est en crise manifestement. On a tous les deux partagé dans la veille technologique 2 articles, un peu accessible, le mien. Et un de ton cru que tu as cru bon, et tu as raison, partagé également, puisqu'il était un petit peu plus pointu et un peu plus précis. C'était la réponse de GitHub, surtout. Ce n'est plus un endroit pour le travail sérieux si ça vous bloque des heures par jour, chaque jour. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Hashimoto qui est quand même le fondateur de HashiCorp. Si vous travaillez dans le cloud, que ce soit celui de Microsoft, celui d'Amazon, celui de Google, vous connaissez Terraform, Vagrant, etc. C'était le GitHub user 1299. Il s'est inscrit en février 2008. Ça fait 18 ans qu'il est sur GitHub et il a claqué la porte dans un tweet un peu rageur. Enfin, c'est même pas rageux quand c'est un vrai signal d'alarme quand on est là depuis 18 ans. Alors GitHub, pourquoi? Si vous n'êtes pas développeuse, pas développeur, c'est un repo de code simplement, et il souffre de problèmes de disponibilité ces derniers temps, ce qui pose la question de confiance de la part d'à peu près tout le monde. Alors pourquoi c'est un problème si un repo de code n'est pas disponible? C'est parce que c'est beaucoup plus qu'un repo de code. Justement, c'est vraiment la manière dont on collabore sur du code. On peut regarder les changements faits par quelqu'un, on peut soumettre des changements pour que mes changements à moi soient intégrés dans un projet principal. On appelle ça une pull request. C'est également la plateforme qui sert à faire des rapports de bugs, à revoir de code, et pas seulement pour les projets open source. Il y a des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui payent un abonnement à GitHub pour avoir ce qu'on appelle des repositories privés pour mettre leur code source. Donc c'est vraiment l'engin sur lequel on développe, les développeurs développent. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration continue. À chaque fois qu'il y a une modif qui se fait dans le code source, il y a des bots qui se déclenchent. On appelle ça des GitHub Actions, qui va recompiler tout le code, tester, voire même déployer en production. Donc si GitHub est mort, il n'y a plus de déploiement en production, vraiment. Pas de changement dans votre appli iOS ou pas de changement sur votre site web. Et puis il y a aussi toutes les dépendances. Quand on n'écrit jamais un logiciel ex nihilo, comme on dit en latin, à partir de rien, on le code toujours en utilisant des librairies de crypto, de réseau, de gestion de données qui sont faites par des autres. Ces librairies, en général, elles vivent sur GitHub. Et si moi je veux simplement compiler ou tester ou lancer mon application, il faut aller chercher toutes ces dépendances sur GitHub. Donc si GitHub est mort, c'est un vrai problème pour tout le monde. Disponibilité de GitHub sur les 90 derniers jours, sur les derniers 3 mois, 90%. Ça veut dire qu'un jour sur 10,
GitHub est down. Un jour sur 10. Hein. Le standard dans l'industrie, c'est 99,9%, ça veut dire 43 minutes de downtime par mois. Là, on est à 4320 minutes de downtime par mois. C'est même pas 10 fois plus, c'est 100 fois plus. 65 incidents en 2 mois et 5 incidents majeurs rien que la semaine du 24 avril au 6 mai. Les GitHub Actions qui sont complètement dégradés pendant plus de 3 heures, qui impactent 95% des workflows le 5 mars. Le 23 avril, un bug, je vais pas rentrer dans les détails de ce bug, mais enfin qui fait que des changements de code n'ont pas été pris en compte, et donc il y a ce qu'on appelle des pull requests qui ont été corrompus, donc des changements qu'on pensait y être qui n'y étaient pas. 24 ou 25 avril, les action runners, donc des machines qui tournent les scripts de build, de tests, etc., qui sont down. Le 27 avril, c'est le cluster de recherche, plus moyen de chercher une ligne de code, chercher une issue, chercher sur un mot-clé indisponible. Du 28 avril au 1er mai, c'était le pire. Ils essayent de réconcilier l'index de la recherche et ils suppriment 1,79 milliard de documents, 49% des pull requests indexés. Donc on sent la confiance des développeurs est en train de s'éroder. Mais pourquoi comment Eh bien c'est ça l'article que GitHub a publié et qui a attiré mon attention cette semaine. 2026, 275 millions de changements par semaine, c'était 1,1 milliard par mois. Juste pour mettre ça en comparaison, c'est 4 fois plus qu'il y a 3 ans. Ça a augmenté de 4 fois en 3 ans. Pic mensuel de 90 millions de changements le mois passé. 90 millions en un mois, c'est contre 330 millions sur toute l'année 2023. Juste pour voilà, c'est des volumes de fou quoi. C'est 20 millions de nouveaux repos, des repos de code, 20 millions de nouveaux projets créés par mois. Ça fait 460 par minute. Donc depuis que je cause là, il y a 7000 nouveaux repos sur GitHub qui ont été créés. En fait, tout ça vient des agents exactement. On en a déjà parlé beaucoup dans les technos. C'est Copilot, c'est Claude Code, c'est Kiro, Cursor, Devin et tous ces agents autonomes qui génèrent du code, qui sont réveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas des humains qui poussent 1 ou 2 changements par jour. Ce sont des agents qui font le travail avec des milliers de changements par heure en parallèle sur des milliers de repos. Ils avaient dimensionné leur infrastructure pour les humains et l'IA change la donne. Il y a un site web qui s'appelle InfoQ qui parle de fragilité systémique aussi. Il y a pas des failles, mais disons des fragilités dans l'architecture même. Je vais en parler dans un instant. C'est un monolithe écrit en Ruby historiquement. Ça tient plus. Donc ils sont en train de changer, d'écrire en Go pour certaines parties critiques. Pour certaines parties, ils utilisaient des bases de données MySQL et MySQL est une très bonne base de données, mais tout le monde sait qu'après une certaine taille, sauf si on s'appelle Facebook, MySQL ça fonctionne pas. Je dis pourquoi Facebook, parce qu'eux continuent d'utiliser MySQL, mais c'est un MySQL fortement modifié, c'est pas celui de papa maman que tout le monde peut télécharger. Donc voilà, maintenant c'est les robots qui codent, ils codent tout le temps. Alors ce qui est marrant, c'est que GitHub a créé Copilot, et c'est Copilot qui est en train un peu de mettre GitHub à genoux. Il y a aussi un juste retour des choses, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'ombre de Microsoft, puisque GitHub a été racheté par Microsoft en 2018 pour 7,5 milliards. Progressivement, il se rapproche de la division Core AI de Microsoft, et Microsoft investit largement dans l'IA, mais apparemment pas tellement dans l'infra de GitHub aussi. Donc il y a des utilisateurs qui sont un peu fâchés, qui se disent mais ça fait ces dizaines de milliards qui vont dans l'IA, pourquoi est-ce qu'ils commencent à migrer leur monolithe Ruby là aujourd'hui en 2026? C'est un chantier qui aurait dû être fait il y a plusieurs années. L'infrastructure de base Elasticsearch, MySQL, ça aurait pu être changé il y a plusieurs années également. Alors ce qu'ils nous promettent, c'est un blog du CTO qui s'appelle Vlad Fedorov qui a été publié le 28 avril 2026. En octobre déjà, ils avaient promis d'augmenter la capacité par 10, multiplié par 10. En février cette année, c'est-à-dire 4 mois après, ils se disent finalement 10 c'était pas suffisant, on va faire x30. Et ils promettent que maintenant la priorité c'est la disponibilité de la plateforme
ensuite la capacité et seulement après les nouvelles fonctionnalités. Ils nous expliquent qu'ils ont migré vers le cloud, ils ont migré vers Azure et ça c'est plutôt une bonne chose parce que dans les data centers, on a des murs, on a des racks, rajouter des racks, rajouter de la capacité, c'est pas facile. Il faut décrocher son téléphone, passer commande, attendre qu'il y ait des nouveaux services. Tandis qu'on est dans le cloud, on peut scaler, comme on dit, on peut obtenir de la capacité de calcul plus facilement. Il parle aussi de migrer sur une architecture multi-cloud, ce qui est très compliqué à faire, très coûteux. Ils n'ont pas annoncé les autres providers, mais enfin les deux autres grands, c'est AWS et Google. Peut-être Oracle aussi, on ne sait pas, on verra, mais c'est un moyen d'obtenir plus de capacité que ce que Azure peut fournir. Il parle aussi d'isoler les workflows critiques, donc que les développeurs puissent faire des changements dans le code et que les GitHub Actions, donc ces machines qui tournent pour compiler, tester, déployer votre code, soient isolées du reste. Si on peut pas rentrer un bug report pendant quelques heures, c'est pas très grave, mais qu'au moins on puisse déployer son application. Alors pour une nouvelle feature, c'est pas nécessairement indispensable, mais s'il y a des corrections à faire, s'il faut rapidement pouvoir corriger des bugs, il faut que la plateforme de GitHub fonctionne pour qu'on puisse publier son code dans les meilleures conditions possibles. Quelles sont les alternatives, je me suis dit, après avoir écrit tout ça, parce qu'il y en a. Il y a le très vieux et très honorable GitLab qui utilise le même engin de version de contrôle de source, Git, écrit par Linus Torvalds, je rappelle, le fondateur de Linux. Donc GitHub, c'est juste, avec des énormes guillemets, une interface web au-dessus de Git. GitLab, c'est la même chose. Ils ont un GitLab en mode SaaS, comme GitHub, mais GitLab, on peut aussi le télécharger et l'installer sur ses machines, dans son data center à soi ou sur son cloud favori. Il y a des nouveaux projets qui apparaissent. Il y a CodeBear, il y a ForgeJo, il y a Gitty, tous basés sur Git. Donc l'offre est en train de s'enrichir et ça, c'est nouveau. C'est vraiment quelque chose qu'on voit depuis 2025, depuis quelques mois. Mais ce qu'on retient, c'est augmenter la capacité x 30 en quelques mois. Le dire dans un bloc, c'est un aveu, c'est qu'ils avaient aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. Et maintenant, comme je l'ai dit au début, la confiance est un peu érodée et récupérer la confiance des développeurs, ça va être un peu plus difficile. Donc le paradoxe, c'est l'IA, c'est GitHub qui promouvoit Copilot, mais il n'y a pas que, il y a Claude Code, il y a Kiro et tous les autres. Ça devait accélérer le développement et en fait ce qu'on voit, et c'est pas que sur GitHub qu'on le voit, ça fragilise toutes les parties qui étaient déjà fragiles et qu'on voyait pas nécessairement. Si votre goulet d'étranglement c'était la revue de sécurité en fin de cycle ou la revue de l'équipe légale, si vous aviez des processus qui étaient un peu boiteux, flaky comme on dit en anglais, l'IA accélère tout, il accélère les bonnes choses, mais il rend plus visible également des choses qui fonctionnent moins bien. La bonne chose, c'est qu'ils reconnaissent le problème, ils investissent, ils refont leur architecture. Combien de temps ils vont avoir besoin pour faire ça? Pendant combien de temps est-ce qu'ils vont rester dans cet entre-deux-eaux? Oui, ça, et combien de temps ça va tenir une fois que ce sera là? Parce que voilà. Et est-ce que la communauté open source va continuer d'accepter de dépendre? Parce que l'essentiel des projets open source sont sur GitHub. Ils dépendent d'une infrastructure fermée, même si Git, le gestionnaire de source code, lui, est open source. L'infrastructure de GitHub, le système de pull request, les runners, etc., tout ça n'est pas en open source. Est-ce qu'on est à un moment de bascule? Les plus vieux se souviendront d'un autre système de contrôle de source qui s'appelait CVS ou Subversion, avec un site web super populaire il y a 15 ans qui s'appelait SourceForge, dont plus personne ne parle aujourd'hui, qui existe toujours, j'ai été voir, il est toujours là. Est-ce qu'on va avoir cette bascule de GitHub vers quelque chose d'autre? Je pense pas qu'on va remettre en question Git, il est là, il est bien ancré, les méthodes de travail sont développées autour de Git maintenant, mais peut-être que GitHub ne sera plus la porte d'entrée principale dans le futur. Tant de questions, Sébastien, et si peu de réponses, quoique l'autre Sébastien a peut-être quelques réponses à formuler, membre de la communauté du libre, barbu de naissance, quasiment, informatiquement parlant. Qu'en pense-t-il? Oui. SourceForge, oui, tout à fait. Non, plus du tout. Oui, GitHub, j'ai jamais super accroché. Donc oui, en boîte, nous on est toujours parti sur GitLab, des trucs qu'on pouvait héberger nous-mêmes en fait. Et GitLab, c'est pas non plus ça fonctionne bien, mais c'est une usine à gaz incroyable. Donc ça te bouffe une machine énorme juste pour
contrôler tes sources. C'est pas non plus le truc sur lequel ils ont super optimisé. Donc au final, moi, ça m'amuse, c'est que on remet ça, tout ça ramène à la source. C'est bien beau d'avoir un site d'un beau concept, mais si t'as pas un bon architecte, bah, ton produit il marche pas terrible, quoi. Donc il faut de bonnes fondations, il faut un bon architecte. C'est ce que l'IA te ramène à la base. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, mais si t'as pas un bon architecte, c'est compliqué. Voilà. Que dire de plus? Bah oui, mais... Non, mais voilà. On refera le tour de cette question certainement dans les semaines, les mois qui viennent, Sébastien, parce que c'est des outils qui flanchent sous la pression de l'intelligence artificielle dans les développements en cours, etc. Je pense que ça va se poursuivre. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ça c'est clair, parce que on ne connaît pas sa force. Quelque part. C'est vrai, tu pisses une ligne de code, tu sais ce qu'elle va faire, mais quand c'est l'IA qui la provoque, cette ligne de code, et qui l'en pond 100 d'affilée, bah, du coup, ça, ou 1000, ou 10 000, soyons fous. Donc, du coup, on ne connaît pas sa force derrière. On a fait un peu le tour de cette question-là, mais on en reparlera certainement. Si vous, de votre côté, vous avez des questions à poser à nos deux spécialistes du genre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Allez, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler de rotules, de pignons, de chirurgie également avec Aurélien. On va parler de téléchirurgie, parce qu'il y a quand même de la technologie là-dedans. Et apparemment, il y a quelques problèmes qui, là aussi, émergent à l'usage, on va dire. Je suis tombé sur une petite news d'un incident qui a priori été fatal en téléchirurgie. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos sur cet accident. Je suppose qu'il y a beaucoup d'enquêtes et donc je n'ai pas trouvé d'autres articles sur cet accident. En tous les cas, il y a un bistouri qui était piloté par un bras robotisé et par un téléchirurgien, qui s'est mis à avoir des mouvements erratiques, et ces mouvements erratiques qui étaient certainement proches du cœur ont posé des problèmes. Et la médecine légale l'analyse médico-légale a prouvé en fait que dans le bras robotisé, il y a évidemment des servomoteurs qui font bouger les axes. Sur ces servomoteurs, il y a des engrenages, des pignons pour réduire la vitesse et puis avoir plus de couple, une boîte de vitesse de voiture, ni plus ni moins. Ce que je voulais expliquer dans cet article, c'est que à partir du moment où on a un système automatique qui fonctionne en boucle fermée, alors je vais définir tout ça, on peut avoir des boucles qui sont instables et qui peuvent devenir instables, et notamment liées à des phénomènes d'usure. Alors, pour expliquer ça, un système en boucle fermée, c'est quoi ? C'est un système où, par exemple, on va demander à un robot d'aller à une certaine position. Imaginons, on dise au bras d'aller à θ égale 12 degrés. Le bras, il va mettre un certain couple pour aller à cette position-là, arriver à 12 degrés, puis imaginez que le système, il bouge et puis il arrive à 13 degrés. Voilà. Il dit, tiens, je suis allé trop loin, je vais revenir et puis il revient à 11. Et puis quand il est arrivé à 11, il dit, je vais retourner à 12, mais hop, le bras, le capteur montre qu'il retourne à 13. Et puis donc, on arrive à un système instable où le bras, il oscille entre 13 et 11, mais il n'arrive jamais à 12. Et ça peut arriver pour plein de raisons. Ces systèmes, ces instabilités dans une boucle de régulation, ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des raisons mécaniques. On parle par exemple, vous avez un jeu, quelque chose qui s'est desserré, un jeu dans une pignonnerie, et c'est ce qui se serait passé là, dans ce cas-là précis. Les analyses ont montré que, en fait, les pignons des engrenages, ils fonctionnent toujours dans le même sens, ou en tous les cas, ils appliquent du couple toujours dans le même sens, soit parce qu'ils luttent contre la gravité, soit parce qu'ils appuient toujours
enfin le bistouri, il appuie à un endroit, donc forcément on use de manière asymétrique les dents. Une dent, il y a 2 côtés. Si vous transmettez du coup toujours dans le même sens, vous usez les dents que d'un côté. Et donc, voilà, une petite usure de quelques microns, ça peut être rien. Vous générez un petit jeu, et ce petit jeu, il s'amplifie, et puis il s'use, ça fatigue les dents, et puis ces instabilités dont je parlais également peuvent venir de toute la boucle de contrôle. Généralement, une boucle fermée, comme je l'ai décrite, on a une fonction de transfert. Alors ceux qui ont fait quelques études d'automatisme, vous avez peut-être entendu parler de transformer de la place, transformer en Z. Et donc dans ces fonctions de transfert, on peut avoir des retards, des latences liées au temps d'acquisition du capteur, liées à une transmission, liées à plein de choses. Et en télémédecine, on a la partie de télé de la médecine qui fait que entre le retour qu'on donne au chirurgien et l'ordre qu'il donne, on peut avoir de grands écarts. Et si je peux me permettre, on a besoin quand même de précision dans la chirurgie, ce n'est que de la précision. Si on pose un point de soudure sur une carrosserie un dixième de millimètre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, les conséquences ne seront pas non plus d'une gravité extraordinaire. Par contre, parce que j'imagine que les principes que tu viens d'évoquer, ils existaient déjà dans la robotique industrielle, dans l'automobile, etc. Mais peut-être moins impactants ou moins dangereux aussi, de manière générale. Voilà, je voulais insister sur le fait que la télémédecine, on parle souvent de la stabilité des réseaux, de la latence qu'il y a entre le chirurgien et le lieu de l'opération. C'est une des composantes, mais la partie mécanique, la partie traitement capteur en est une autre. Et c'est réellement une prouesse technique et technologique d'arriver à opérer au millimètre près. Voilà. Et j'en profite parce que du coup, j'ai un peu fouillé le sujet pour mentionner que le 10 décembre 2025, on n'en avait pas parlé dans les technos, il y a eu une chirurgie cardiaque de fait entre un chirurgien qui était à Bordeaux et un patient qui était à Xiamen en Chine, donc 10 000 km. Et donc, grâce à la 5G, ils ont réussi à avoir une latence très faible de l'ordre de 1 milliseconde et une communication très stable. Et donc, pour le coup, là, il n'y a eu aucun problème et le patient a été on lui a posé, peux même vous dire, on lui a posé une valve, une pince MitraClip. Puisqu'il souffrait d'insuffisance de la valve mitrale au niveau de la valve chirurgie mitrale. Cardiaque aussi pour le coup. Cardiaque, ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est courant, ça se fait, mais il faut s'imaginer que c'est pour vous faire prendre conscience que quelques microns sur un pignon, ça peut aussi causer de graves problèmes sur une télémédecine. Qu'est devenu le patient, donc pas celui soigné par le médecin, le chirurgien bordelais pour le coup, mais le cas que tu évoquais au tout début, qu'est devenu le patient? Est-ce qu'il a un cœur ou un steak haché? Fatal. Ah d'accord, ok. Bon, voilà. C'est écrit donc, fatal. C'était caché, donc, voilà. Donc c'est cher pour faire de la charcuterie. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait revenir sur le sujet. Alors on rigole, mais c'est vrai que c'est quand même... Moi c'est un truc qui me ferait peur, me faire opérer par quelqu'un qui se trouve à 10 000 km. Déjà quand il est à 1 mètre de moi, j'ai peur. À 10 000 km, parce qu'en plus de ça, tu peux même pas le frapper. Voilà. Thierry peut-être, ou je sais pas qui. J'étais en train de penser à faire le lien avec la précision suisse horlogère, mais non, je vais m'abstenir de faire de l'humour. Mais par contre, si effectivement mon médecin fait une bourde à 10 000 km, je lui coupe son abonnement Internet après s'il me rate. Voilà, c'est tout. Effectivement. Je ne sais pas quelqu'un qui a l'habitude des hôpitaux, par exemple Sébastien, qui se coupe les ongles. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais technologiquement, c'est génial. Est-ce qu'on irait sous le bistouri de quelqu'un qui est à 10 000 km?
Alors, je sais pas, ou a priori, ni plus ni moins que d'un autre en Belgique, parce qu'en Belgique, quand tu te fais opérer des sinus, on t'aspire ton œil, tu te réveilles avec un bout en moins. Alors, et là, c'est quelqu'un à côté de toi qui s'est juste trompé de 5 cm en disant « Merde, son œil !» Ceci est une histoire vraie. Ce n'est pas... Oui, tout à fait. c'est une histoire, horrible. pas une histoire belge. Oui, c'est ça. Mais voilà, C'est- voilà. Désolé vraiment pour ce mec, mais ça peut arriver que chez nous, quoi. Oui, mais donc c'est effectivement des Donc, erreurs médicales, on peut en faire sans être à 10 000 km. C'est ça. Donc, Là, la responsabilité, elle est toute trouvée quand c'est 10 000 km et qu'on passe par quelques matériels. Tout trouvé, je sais pas. Ouais, on va voilà. dire il a bougé. Donc, C'est ça. Bon, ok. Si vous avez des questions, des réflexions intelligentes à faire, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, l'autre Sébastien allait le faire peut-être. Non, parce que j'ai entendu un début de respiration. Je cherche une réflexion intelligente pour la chronique suivante. D'accord. Eh ben, la chronique suivante, elle arrive. Elle arrive. Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechno.be. La chronique suivante, c'est celle de Sébastien, l'autre Sébastien, le barbu. Si vous suivez. Et si l'âge n'était en fait qu'une simple maladie à soigner, Sébastien, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce qu'on vit dans une matrice? Est-ce que... Quoi qu'il. alors, on s'éloigne un peu et en même temps pas trop. Mais ça fait un mois que j'avais ce truc sous la main. Je me dis, non mais la première fois que j'ai vu une Faut que j'en vidéo, parle. il faut qu'on en parle, parce que l'IA, et puis au milieu des milliers de vidéos sur l'IA, à un moment, je vois un mec qui dit ouais, mais c'est bon, on va rendre la vue à tous les aveugles, on va à tous les sourds, etc. Et David Sinclair, j'en parlerai un peu après. Puis je fais ces vidéos, je dis allez, t'es gentil, allez, suivant, next. Et après la 4-5e vidéo où je retombe toujours sur le même truc, mais avec d'autres personnes qui en parlent, je dis oh, je vais quand même regarder ce que c'est, Google, et explique-moi ce que c'est. Oui, il y a encore Google. Et puis quand j'ai lu les articles scientifiques, je me dis putain, mais en fait, on est en train de passer à côté de trucs dans les médias où on ne se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est fou ou c'est savant. Ça sera à vous de juger. Et donc, effectivement, le Yamanaka Factor, ça vient d'un chercheur japonais, Shinya Yamanaka, voilà, évidemment. Et en fait, on part d'une principe en se disant, bah, en fait, nos cellules vieillissent, et au fur et à mesure que nos cellules vieillissent, à un moment, malheureusement, c'est la fin du monde, on est tout racrapoté, on est tout ridé, hein, comme tous ici autour de la table. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Et donc, ça, c'est un peu le dogme. Je vais vous sortir plein de trucs que je connaissais pas. Hein. Donc, n'hésitez pas. C'est le but. Le dogme de Waddington. Waddington, tu n'as jamais entendu parler non plus. C'était un biologiste, Conrad Waddington, et qui expliquait en fait très simplement que le destin cellulaire, c'est une bille qui dévale une pente. C'est facile, jusque-là on comprend. Elle tombe dans un sillon, elle n'en ressort jamais. Bon, ben voilà, ça c'était très drôle comme image. Et Yamanaka lui a prouvé qu'en disant, en fait, on peut faire remonter cette bille. Jusque-là, on dit oui, bien sûr, hein, et la marmotte. Et donc, le gars, il part de 24 gènes qui étaient liés à la pluripotence. La pluripotence, c'est le fait que votre petite cellule, elle devienne après une cellule spécifique. Il y a, je ne sais plus de 200 types de cellules dans le corps humain, mais à la base, il y a une cellule souche. Cellule souche, a priori, ça, on sait tous ce que c'est. Et donc, de 24 gènes, il en est arrivé en disant, mais en fait, il n'y en a que 4 qui sont réellement importants. L'OCT4, voilà, celui qui... Voilà, l'OCT4, on s'en fout, en fait, il y en a 4. Mais je ne vais pas vous chercher. Oh, c'était 1, c'était 2, c'était 3, c'était 4. Le SOX3, le KLF4 et le CMYC, tu vois. Donc oui. après, je peux vous expliquer, mais... bon. Et ces 4 facteurs font qu'après, ça permet d'aller écrire le programme, enfin un peu d'informatique, épigénétique de la cellule. En fait, ça permet de programmer la cellule en disant, toi, tu seras une cellule de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et grâce à ça, lui, il a réussi à se dire, en fait, d'une cellule qui était spécialisée pour faire une cellule de ton œil, je vais lui injecter un petit truc, et puis elle va redevenir une cellule souche.
Et donc, il fait tout le trajet inverse en disant, ben voilà, la cellule qui a été différenciée, comme on nous expliquait à l'école en bio, eh ben, on va faire le trajet inverse et en fait, l'âge de La la reprogrammer cellule, quelque part. la déprogrammer. La La refaire venir comme l'état embryonnaire au moment où tu fais tes nouvelles cellules. Et donc, en quelques années, donc ce truc, c'était 2006, ouais, c'est ça. Et en 2012, prix Nobel. Donc, c'est un des prix Nobel le plus rapide entre le moment où il y a la découverte, il publie son truc, et le moment où il a son prix Nobel. Et il l'a partagé avec John Gurdon. Ça, c'est un autre. Celui-là, il n'est pas japonais, hein, comme son nom l'indique, évidemment. Lui, c'était un Britannique qui était né en 1933. Donc, lui, il est mort déjà il y a quelques années maintenant. Et c'était un autre biologiste. Ils ont bossé ensemble. Gordon était, lui, un des pionniers du clonage, mais de la grenouille. Donc, dans les années 60. Donc, ça, c'est pas... Et donc, on en arrive donc à l'épigénétique. Vous suivez toujours tous ? Oui, on est là. Plus ou moins sûr. On est accroché on boit tes paroles. Voilà. Ouais. Donc toutes les cellules qui ont le même ADN, ce qui les différencie, c'est l'épigénétique. Et donc méthylion, bref, des trucs compliqués qui activent, désactivent des trucs compliqués. Et en fait, ils changent pas l'ADN, mais le principe du gars, c'est on va enlever tous ces marqueurs, la cellule va oublier ce qu'elle est, et puis grâce à ça, on va en faire ce qu'on a envie. Alors ce qu'on a envie, c'est très cool, c'est que y a déjà plein de boîtes qui font des trucs pratiques, réels. Il y a des essais depuis quelques années sur Parkinson, sur la DMLA, sur les cardiomyocytes, sur la SLA, sur Alzheimer, sur l'autisme, etc., etc. Et en pharmacologie, maintenant, ils testent énormément sur des cellules du patient, parce qu'en fait, ils arrivent à recréer des cellules du patient en prenant juste un bout de peau, on s'en fout, on te refait des cellules souches, alors qu'avant, les cellules souches, c'était tout un scandale pour avoir des cellules souches, parce que c'était les embryons, et à part ça, on ne savait pas en avoir. Et donc, on touche plus les animaux, on fait juste ça purement dans les labos, donc ils arrivent à faire plein de trucs. Et il y a une boîte, je vais revenir après, je pense que c'est justement celle de David Sinclair, je vais reparler encore une fois de ce gars après, qui vient d'avoir une autorisation de la Food and Drug Administration, la fameuse FDA aux États-Unis, pour injecter dans l'œil ces fameux Yamanaka Factor chez des vieux croutons qui voient plus que dalle, parce que c'est glaucome, parce que c'est machin, etc. Et il dit, je vais les injecter. Les trucs sont totalement inertes. Ils mangent un antibiotique qui les active pendant 2-3 jours. Et c'est bon, ils ont récupéré les yeux de quand ils avaient 40 ans. Incroyable. Et donc, ça, on est total science-fiction. C'est la première vidéo que j'étais tombé. Je dis oui, bien sûr. Personne n'en parle. C'est quoi cette histoire ? C'est comme les airs conditionnés qui génèrent de l'électricité. C'est des trucs comme ça. Un truc, c'est un fait Alors, c'est pas du tout un fait. Ce truc est juste hallucinant. Donc, il y a... il y a pas mal de problèmes qu'ils essayent de résoudre, parce qu'effectivement, le problème, c'est que si tu mets ça dans le corps, ils ont essayé avec plein d'animaux, et que la cellule, toutes les cellules du corps continuent à rajeunir, à un moment, tu n'es plus qu'un amas de cellules, et donc c'est gênant, tu es effectivement plus très vieux, mais tu n'es plus très toi non plus. Donc ils ont réussi à gérer quelques problèmes là-dessus, et sur les souris, ils ont réussi à allonger la durée de vie d'une souris d'environ 30%. Donc voilà, ici ils espèrent encore pousser un peu en se disant l'homme, pour le moment on joue sur l'œil et sur certaines maladies, mais globalement en fait on va pouvoir vendre ça à tout le monde, et on va passer à des espérances de vie entre 150, 200 voire plus, en disant oui, il n'y a pas de raison, l'âge n'existe pas, l'âge est en fait une maladie de tes cellules qui perdent une forme de leur fonction à la base. Donc, on n'a pas fini d'avoir des militants qui vont vouloir déplacer l'âge de la pension. Moi, je te le dis. Voilà, ça va être compliqué. Surtout si en plus on n'a plus de boulot grâce à l'IA. Alors, dans les boîtes... Qu'est-ce qu'on va foutre ? On va vivre 300 ans, mais on va s'emmerder. Oui, ça se trouve, on aura la migraine, parce que la souris, elle n'a pas dit si elle avait la migraine ou pas. Si ça se trouve, on va vivre 300 ans avec la migraine en plus. Aurélien, oui. Il veut dire un truc, le petit jeune au-dessus. Non, c'était une connerie, mais la réforme des retraites, elle est passée ou pas ?
Mais ouais, je pensais aux retraites aussi, ça va pas simplifier le Ça schmilblick. simplifie pas. Ça sert à rien. Ouais. C'est pas grave. C'est un autre problème. Il y a déjà des dizaines de boîtes aux États-Unis qui travaillent dessus. Deux, trois qui vont tout de suite vous faire comprendre pourquoi en fait c'est un sujet hyper important. Et pourtant on en parle très très peu. Altos Labs, 3 milliards qu'ils ont levé. Le gars qui le finance, c'est un gars que Sébastien connaît, Jeff. Bezos. Bezos. Pas personnellement. Voilà. Calico, là c'est financé par Google. Life Bioscience, là c'est financé par Sam Altman qui a foutu presque 200 briques. New Limit, là c'est Brian Armstrong, les mecs de Coinbase qui a foutu des papates, des patates. Alors il y a quand même un petit problème aujourd'hui, c'est que sur les souris avec lesquelles ils ont fait ça, en disant on fait ça globalement, on injecte la souris, on fait tout retour à zéro, la moitié de son Reset âge, la etc. souris. On fait la reset. Ça doit être hallucinant quand même. Tu te réveilles le lendemain matin, tu dis j'ai plus mal au dos. Non, mais j'ai mal de tête. Oui, alors ça c'est le problème, c'est qu'effectivement, 20% des souris, elles se sont chopées une tumeur. Ah, ça, Donc, c'est moche. c'est moche. Genre ce que tu veux dans la vie. 100% point. Mais en même temps, si tu fais ça à des gens qui ont 80 balais et tu dis, soit demain t'as une tumeur, soit t'as 40 balais, mais t'as enfin, 400 tu meurs. de récupérer 40. Si c'est pour passer 300 ans en chimio, excuse-moi. Ça va être long. Oui. Ça va pas arranger la sécurité sociale non plus. Non plus, ça arrange rien. C'est une très mauvaise idée, en fait, ce truc. C'est fou être honnête. Non. Et ils ont encore quelques problèmes à réellement gérer comment dire, la reprogrammation de la cellule, parce qu'il faut pas qu'elle devienne trop jeune, sinon après, la cellule elle est plus trop utile, quoi. Donc là-dessus, ils sont en train de tester devient négatif. T'as 70 ans, on te rajeunit à l'âge de 20 ans, mais tu baves. Voilà. Voilà. Si on te rajeunit C'est moi ou plus que c'est ton que âge. des mecs ultra. C'est moi ou c'est que des mecs ultra. Bien sûr, ils ont pas envie de mourir. Oui, c'est ça le truc. Ouais, Ils ont pas le temps. Sinon, ils ont pas le temps de profiter de leur pognon, donc ils sont obligés de rallonger l'âge. Ouais. Tu comprends bien. C'est comme ça. incroyable. Bah ouais. Voilà, donc il y a encore plein de trucs. Franchement, je vous engage à aller chercher les trucs si ça vous intéresse. Cherchez juste Yamanaka. C'est intéressant. Il y a plein de trucs. Après, effectivement, il y a plein de questions philosophiques parce que c'est un problème sociétal après de ce que ça va générer. Il va y avoir une question d'accès à cette techno. D'ici 10-20 ans, ils estiment que tout le monde aura accès à une techno qui leur permettra de doubler ou tripler leur espérance de vie. Je vous engage à chercher des vidéos sur David Sinclair. Le mec, la première vidéo que vous regardez, vous dit mais il est complètement fou. Ce mec ne peut pas dire des choses comme ça. C'est certainement un grand gourou qui va nous demander tous nos sous et puis après qui va nous demander de nous suicider dans un truc bizarre. Et non, en fait, c'est aussi un biologiste d'Harvard, un mec brillantissime et qui, lui, estime, c'est tout mon titre, que le vieillissement serait une maladie, mais pas une fatalité. Bon, après, un bus dans la gueule, c'est une fatalité et pas une maladie. Donc, il y a quand même toujours des moyens de mourir, même dans son trip. Mais ils sont en train de trouver des solutions à des maladies dont on n'espérait même pas avoir de solution un jour ou l'autre. C'est juste un dernier comme ça, mais il y en a encore une. Ils étaient sur un traitement où ils annonçaient en disant, en fait, TDAH. Aujourd'hui, tu bouffes des pilules pendant des années et tant pis pour toi. TDAH, tes troubles de l'attention hyperactifs, etc. Il dit demain, on te fait une injection et 2 jours après, c'est fini. Ça n'existe plus pour toi. Et donc, ils arrivent à des idées de traitement où tu dis, il y a 10 ans, on disait ça, c'était dans un film, mais jamais on aurait pu imaginer que ça aurait pu être notre réalité de notre vivant. Donc voilà, allez chercher, franchement, je trouve que le truc était passionnant. Ceci étant dit, il y a tellement de maladies qui sont créées aussi aujourd'hui, enfin qui arrivent par notre malbouffe, par la pollution, par nos sales habitudes de manière générale, que finalement ça donne le change, on va dire. Ça permet quand même de revenir à quelque chose d'un peu plus vivable, humainement parlant. C'est pas David Sinclair, c'est un gars un ex de chez Google, j'ai plus le nom malheureusement, mais qui disait, lui il était vraiment encore beaucoup plus optimiste, il dit dans 5 ans, il n'y a plus de maladies. Mais c'est très optimiste, il faut des sous.
Autre problème que ça va pas régler, c'est la surpopulation. Hein. Voilà. Sébastien cherchait quelque chose d'intelligent à dire tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est ça me semblait. Ah, c'était pour terminer sur une note culturelle, parce que tu avais appelé ta chronique « Et si l'âge n'était en fait qu'une maladie ?» Et je me souvenais de cette citation, mais je me souvenais plus de qui elle était. C'était un écrivain français qui avait dit « La vie est une maladie dont tout le monde meurt. » Et c'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est Paul Morand, qui était écrivain et académicien français, né à Paris en 1888 et mort en 1976. Et pas confondre avec Bob Morand, qui était... Enfin, bref. Contre tous les chacals. Par exemple. Voilà. Voilà, après avoir dit quand même une grosse bêtise, enfin plusieurs grosses bêtises même. Bah oui. Merci pour ce sujet, Sébastien. Sujet suivant, avec notre chroniqueur itinérant, Thierry, depuis, je le rappelle, son autobus, son car, son camion, quelque part en Bretagne. Vaisseau. On va dire ça comme ça. C'est comme le Tardis en fait, c'est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, son truc. Oui, très bien aménagé. Alors tu vas nous parler de gens qui font de la gnôle, donc de boissons alcoolisées quoi, hein, dans l'espace. Oui. Donc ok. Et voilà, je ne ferai pas le disclaimer pour dire attention à l'abus d'alcool. Non, buvez-en. Buvez-en, ça fait du bien à la santé quand on pense qu'il n'y a pas très longtemps, on donnait aux gamins à l'école en France. C'est vrai. Vous savez, cet autre pays du vin. Je ne vais pas parler non plus de la Suisse, pour une fois, c'est pas une news helvétique. C'est quasiment japonais, Dasai, un Dassault, des Dasai. Oui, enfin bon, bref, je l'ai loupé. C'est une entreprise qui produit du saké. Vous savez, hein, cette fameuse boisson qui fait que le riz devienne de l'alcool. On est capable de faire de l'alcool avec pas mal de choses, de la pomme de terre avec les Russes. Nous, on fait bêtement de l'alcool avec des fruits ou même pire, du raisin, ici en Suisse. Et les Japonais, eux, ils font du saké. Ils ont décidé d'envoyer pas moins de 600 et quelques millilitres, donc ça fait pas grand-chose. Il n'y en avait pas que pour la pâte à tartiner pseudo-italienne, que je nommerai pas puisqu'ils ne nous donnent pas d'argent, celle au chocolat et aux noisettes, qui est allée dans l'espace faire le tour de la Lune. Voilà, exactement, ce fameux pot, on se demande pourquoi. Ce pot d'huile de palme qui goûte le chocolat. Voilà. Ah, je vous invite à aller voir des vidéos. Faites une recherche marque de pâte à tartiner derrière un pare-brise au soleil. Vous verrez, c'est assez dégoûtant. Si vous voulez arrêter d'en manger, je vous assure que ça va vous donner envie de plus en toucher, tellement c'est horrible. Bon, je m'égare. Tout ça pour vous dire que dans les soutes de cette navette spatiale, il y avait un produit de chez Dasai, un célèbre brasseur, effectivement japonais, qui a ni plus ni moins balancé ces fameux 100 millilitres de saké qui allaient macérer dans l'espace. Alors au retour, on raconte que la macération lui donne un goût un peu plus acide, un peu plus prononcé, un arôme plus fort. Et là où la news elle est intéressante, c'est que d'une part, le fait d'avoir macéré dans l'espace, ça a influencé le taux d'alcoolisation, mais aussi le processus de macération, ça a influencé le goût et la teneur en force du goût du riz. Hein. Je vous rappelle qu'effectivement, c'est une des façons de faire du vin, hein, parce qu'en fait, à la base, le saké, c'est quand même une sorte de vin. Désolé d'en décevoir certains qui jugent que par le raisin. Et la news est intéressante parce qu'en fait, ils ont su rentabiliser. Alors, je ne sais pas s'ils ont été payés pour le pot de pâte à tartiner. J'ai envie de croire que oui, parce que c'était quand même un peu gros, c'était un peu téléphoné de voir tout d'un coup passer cet objet dans le champ. Là, par contre, on n'a rien vu de tout ça, puisque la fiole est restée tranquillement dans la capsule. Et une fois sur Terre, ils ont pris quelques millilitres pour goûter, pour faire un test. Et la principale quantité qui est ressortie de cette macération a été vendue pas moins de
quasi 500 000 francs de notre monnaie helvétique. Donc, disons, presque 450 000 euros pour faire un chiffre qui parle à tout le monde. Ça fait un peu cher la fiole, mais il y avait déjà un acheteur. Donc, à quand Coca-Cola, pour pas les citer, pour gazéifier dans l'espace? À quand, je sais pas moi, du dentifrice fabriqué dans l'espace et d'autres produits? Est-ce que c'est là l'avènement d'un nouveau moyen de sponsoring pour des missions spatiales? Je me pose des questions. C'est pas nouveau du tout. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle. Non, je sais. Il y a très très longtemps, à l'époque de la navette spatiale, au début de la navette spatiale, je pense même, c'était. Alors, je sais plus si c'était Coca-Cola ou son concurrent Pepsi. Ils avaient fabriqué une canette qui pouvait fonctionner en apesanteur. Donc, il y avait tout un dans l'espace. Il y avait tout un système entre guillemets de je sais pas comment ils avaient fait ça pour pouvoir boire à la canette. Et donc là aussi, il y avait du sponsoring derrière, ça permettait de faire payer peut-être un petit peu de kérosène ou de je sais pas quoi. Bref, ça faisait rentrer un peu de pépettes dans les caisses de la NASA. Et donc on peut imaginer qu'effectivement ils ont trouvé un moyen de financer en partie, pas uniquement sur les deniers publics, mais aussi sur du privé, l'exploration spatiale et tous ces machins. Et tu as raison de le souligner que c'est pas nouveau, puisqu'en fait dès les premières missions Apollo, il se trouve qu'il y avait des produits, il y avait l'envie de faire quelque chose avec des objets qui allaient dans l'espace. Il y a ce fameux cas, j'ai complètement zappé le nom de cet astronaute qui avait pris en douce des pins ou des objets comme ça qu'il avait pu revendre une fois sur Terre pour dire qu'ils avaient fait le tour de la Terre ou qui étaient allés dans l'espace. Et je voulais faire le parallèle avec un bout de notre savoir-faire helvétique, une montre qui avait fait à l'époque une très belle pub. On parle il y a très 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 longtemps, dans les années 60, cette pub pour une montre suisse que je vais pas citer non plus parce qu'ils nous ont pas donné d'argent, pour dire il fallait qu'une montre qui valait à l'époque environ quelques centaines de francs parte pour une mission à plusieurs millions de dollars, et comme simple visuel, vous aviez effectivement l'astronaute avec un bracelet certes plus grand puisqu'il était au-dessus de sa combinaison spatiale. Parce que sous la combinaison, ça n'a pas beaucoup de sens. La pub avait... Voilà, sous la combinaison, c'est moins facile à voir l'heure qu'il est. Et ça avait fait grand bruit ici en Suisse et dans le monde de l'horlogerie, parce que c'était une belle fierté de l'horlogerie suisse de se dire, ce truc a tenu l'air spatial, les poussières, l'environnement un peu rude de l'espace. Et la montre est devenue un emblème à l'époque chez les cosmonautes américains. Donc ne soyez pas dupes quand vous voyez des choses connues comme ça pendant une mission spatiale. Il y a anguille sous roche en général. C'est un petit peu ce qu'on voulait expliquer avec ce sujet. Quelqu'un veut rajouter un truc? J'entends quelqu'un soupirer. Oui. Moi, j'ai envie d'y croire au Nutella qui passe devant par hasard dans la caméra, mais c'est mon côté bisounours. Il a dit la marque. Oh, pardon. Oh, t'as dit patata. Oh, écoute, on est sponsorisé par personne ici. Non, on parle librement. Non, mais tu parlais, Marc, de la navette spatiale. Avant ça, Apollo. Alors, c'était pas du sponsoring classique, mais Hasselblad a fourni les appareils photo qui ont pris des photos sur la Lune gratuitement, et ils en ont tiré beaucoup de profit après, parce que toute leur com après, dans les années 60 et 70, 70, était autour de nous avons fait les appareils photo qui ont été sur la Lune. C'était du gagnant-gagnant déjà à l'époque, même si on n'appelait pas ça du sponsoring. Effectivement, mais c'était une forme de sponsoring, peut-être moins sauvage que le pot de Nutella, parce que moi je pense que c'était un petit peu prévu quand même. Quand tu vois quand même qu'ils doivent quand même montrer patte blanche, tout ce qui rentre dans une capsule, il faut quand même montrer patte blanche, et c'est pas faire passer un pot. En plus de ça, c'était pas un petit pot. Prendre avec et pas le mettre devant la caméra. Ouais, mais c'était pas un échantillon non plus. Ils sont partis longtemps, moi je comprends. Le king size. Si je partais autant, il faut un gros pot. En plus, on n'est pas sûr de revenir, autant se foutre du Nutella plein les narines. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Mais ça, c'est quand on est vraiment intoxiqué par un produit. Parce que... Bon, allez, on passe à la suite. Le palme.
Bonjour, ici la stagiaire. On me demande de vous communiquer un message important. Pour sa saison 2026-2027, les technos recherchent des personnes prêtes à intervenir de manière régulière ou occasionnelle, à partager leurs expériences, à apporter leur regard et à enrichir ce cocktail d'informations qui fait l'identité de nos rendez-vous. Si tu fais de la veille, que tu es passionné par les nouvelles technologies ou la culture web et que tu as une furieuse envie de transmettre tes connaissances, tes compétences ou ta curiosité aux auditeurs des technos, rejoins l'équipe. Envoie un message à l'adresse info@lestechnos.be. À bientôt. Alors là, quand Aurélien a les boules, il fallait que je la passe. Elle est bonne. Ah bah oui, parce qu'il est Elle est question de très boules. Il est question de boules. Exactement. Alors c'est marrant parce que j'ai épinglé dans notre veille technologique, j'ai épinglé ce sujet et j'ai volontairement, et quand il y a un truc qui m'intéresse vraiment et que je sais que ça va intéresser forcément l'un de nos chroniqueurs, je m'empêche de le lire ou en tout cas d'aller au fond du sujet parce que je veux le découvrir et être comme vous, premier auditeur de nos chroniqueurs, et en l'occurrence ici c'est Aurélien qui a pris le sujet sur des boules en béton immergé. Mais tu vas nous expliquer à quoi elles servent ces boules. Oui, j'étais très intrigué. Et Pareil. j'ai eu du mal à y croire au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, mais c'est pas si intriguant que ça une fois qu'on a lu. Donc, je vais vous parler du projet STENSEA, S-T-E-N-S-E-A, qui est l'acronyme de Stored Energy in the Sea. Stored Energy in the Sea, donc l'énergie stockée dans la mer. Alors, c'est pas un projet tout neuf, hein, c'est un projet de 2012 qui a été mis au point à l'Institut Fraunhofer en Allemagne, je crois, et dont des expérimentations ont été faites au lac de Constance. Alors, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis allé au lac de Constance il y a quelques mois. Si j'avais su, j'aurais été faire Si j'avais vu des boules, je m'en souviendrais. Non, oui, mais elles sont dans le lac. Bon, Bon, c'était des petites expérimentations, mais ils ont commencé là, et donc quel est le principe? Alors l'idée, c'est de faire une boule hermétique en béton posée dans le fond d'un océan. On parle de 600 à 800 mètres de profondeur quand même. Et alors, je vais faire un préambule. Vous savez que l'Europe est un peu la plaque de cuivre. On dit que l'Europe c'est la plaque de cuivre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien manier l'énergie électrique, et je vous renvoie sur tous les hors-séries qu'on a fait sur la Dunkelflute, l'équilibre offre-demande, la permanence de certains moyens de production d'énergie comme le nucléaire, voilà, et puis l'intermittence de certains autres comme les panneaux photovoltaïques, l'éolien et autres. Donc, grosso modo, on a un problème, c'est que on produit qu'à certains moments, quand il y a du vent, quand il fait jour, quand il y a du soleil, sauf qu'on en a besoin tout le temps. Donc, il faut maintenant trouver des moyens de stocker l'énergie quand on en a trop, pour en restituer quand on n'en a pas assez. Et ces boules, c'est ça le but. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a de l'énergie en trop, il y a une pompe intégrée dans la boule qui fait le vide dedans et qui enlève l'eau de la boule. Et donc, à l'intérieur, vous avez du vide. Et c'est exactement comme un barrage. Quand on a besoin d'énergie, on laisse rentrer l'eau, mais à l'intérieur de la boule, mais on lui fait traverser une turbine, et donc on génère de l'énergie comme ça. Donc, on stocke de l'énergie sous forme de vide, en faisant du vide quand on a trop d'énergie, et on refait rentrer l'eau comme un barrage hydroélectrique inversé et immergé, quand il fait nuit, quand on a besoin, l'hiver, ainsi de suite. Alors, ça a plein d'intérêts. Bon, le béton, est-ce que c'est écologique? Je ne sais pas, ça se discute, voilà. Par contre, ces boules immergées, c'est esthétiquement impact nul. Ça coûterait pas trop cher à produire, ça peut se mettre très facilement au pied des éoliennes en mer, ou en tous les cas à des distances des côtes pas trop importantes, donc voilà, ça se voit pas, voilà, donc là ils commencent à passer en série des boules de 9 mètres de diamètre, donc ça commence à faire, hein. Ouais. Ils arrivent en plus, parce que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le coût du kilowattheure stocké. On parle, vous savez, des méga batteries, les gens qui ont des batteries chez eux, on parle maintenant de
de stocker sur le réseau dans des parcs de batteries des kilowattheures, bah là, avec ce moyen-là, ils arrivent à 46 millièmes d'euros le kilowattheure, ce qui est relativement bas. L'autre intérêt, c'est que c'est quasiment sans entretien. Ils disent que la boule, elle peut avoir 60 à 80 ans de durée de vie, que les parties, on va dire, mobiles, la pompe, tout ça, le vide, c'est une maintenance tous les 20 ans, ce qui est quand même relativement long. 75 à 80% de rendement, ce qui est pas neutre non plus. Donc il y a la visée, c'est quoi ? C'est aux États-Unis, ils veulent essayer de faire des boules jusqu'à 30 mètres de diamètre. Donc D'accord. c'est quand même énorme. Alors, j'ai mis en deuxième titre, tu verras, comment faire monter le niveau des mers. Parce que Aussi. finalement, Donc, si on ne savait rattraper pas comment faire monter... le dégel. mais moi, je trouve ça... Enfin, une fois de plus, on a parlé de multiples fois de ce genre de méthode de stockage d'énergie qui... autre que de la batterie chimique, entre guillemets. On a parlé des poids qu'on soulève quand on a de l'énergie et qu'on relâche quand... voilà. On a parlé on a ça en Belgique, la cascade de Caux. Voilà, donc on fait remonter de l'eau dans un bassin et quand on a besoin d'énergie, Sébastien nous avait très bien expliqué ça, c'était au moment où on a développé le nucléaire en Belgique, je dis pas de bêtises, Sébastien. Donc on avait trop d'énergie, il fallait le stocker. Bon, c'était une des solutions pour stocker de l'énergie, le temps et faire remonter de l'eau dans un bassin, et quand on avait besoin d'énergie, hop, refaire passer l'eau par gravité dans des turbines. Voilà. Et ça, c'en est une. Je l'avais pas vu venir, quoi. L'histoire de la sphère sous pression, en gros. Je trouve ça assez, ou plutôt à dépression, ouais. Je trouve ça plutôt ingénieux. Je sais pas ce qu'en pensent nos petits camarades qui nous écoutent attentivement. Thierry, peut-être. Alors oui, je voulais juste rebondir sur le CO2, enfin la pollution et le côté écologique. Le béton est malheureusement un des matériaux les plus coûteux en CO2. Ouais. C'était mais juste ça se recycle. Pour casser l'ambiance. Ça se recycle, le béton. Oui. Donc voilà. Il y a des modes de fabrication, on mélange des matières maintenant. Ouais. Entre 600 et 800 mètres de profondeur, je sais pas. Je voudrais bien savoir comment ils font pour aller la couler, ou je sais pas là où ils la remplissent d'eau. Oui, mais est-ce qu'il la monte par strate ou est-ce que je sais pas, et puis moi je pense qu'elle est faite on l'a fait en atelier, on la dépose un peu comme on déposerait une mine. Tu le mets sur un porte-conteneur et puis hop, tu vas 30 mètres de diamètre. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier au moment du débarquement, il y a tout un port flottant qui a été amené en béton, qui a été construit en mer, et avec de l'air un réservoir inversé, des caissons d'air qui ont été amenés jusqu'aux côtes de Normandie pour créer un port artificiel. Et bien avant ça, il y a des forts qui ont été installés dans la Manche par les Britanniques, et ces forts étaient construits en atelier, en quelque sorte, des espèces d'énormes tubes en béton avec de l'air à l'intérieur pour le temps de les déplacer. Une fois arrivés sur place, pouf, on coule les différents piliers en quelque sorte, et pouf, ils se posent sur le fond de la mer et ils bougent plus. Oui. Mais j'ai pas compris un truc. L'énergie pour vider la bulle, on va la chercher où ? C'est quand il y a des excédents d'énergie, quand une belle journée ensoleillée, il y a trop de production solaire, c'est ça ? Exactement. Okay. C'est le contraire en fait de notre histoire de bassin où on fait monter de l'eau. Là on sort l'eau en fait. C'est tout simplement. Moi je trouve ça super ingénieux. Une autre remarque, je vois l'autre Sébastien un peu dubitatif, un peu le regard perdu dans le vide. Mais il a les boules, hein. Ouais. Il rajeunit, laisse-le. Il rajeunit. Non, mais je me pose une question débile. Pourquoi on le fait pas avec de l'air ? Ben, c'est ce qu'on fait. Non, mais tu pourrais si tu le fais, tu peux le faire en inverse sur la pour Terre. Faire tourner la turbine. Ouais, sur la Terre. Oui. Parce que le vide, pour avoir vraiment du vide, il faudrait énormément d'énergie. C'est beaucoup plus simple de sortir de l'eau que de faire le vide. La pression atmosphérique sous l'eau permet de faire si tu as besoin de beaucoup d'énergie. Effectivement, un volume d'air. Oui, mais un volume d'air sous l'eau, c'est ce qu'on appelle effectivement la pression barométrique, comme en plongée, n'occupe pas le même espace, donc effectivement la même énergie.
Ouais, Ah, peut-être. C'est Voilà. peut-être pour ça. C'est Merci nettement pour moins c'est la chiant à les profondeur. mettre au... Non, parce que là, en plus de ça, Ouais. comme si tu, pas parce que tu étais un peu songeur à un moment donné, mais Aurélien a expliqué que c'était aussi le but, c'était de les mettre au plus proche des sources d'énergie, donc des éoliennes. en Oui, l'occurrence. les panneaux solaires, ils sont pas au milieu de la mer. Hein. On est bien d'accord. Ouais, Mais là, on t'imagines, mettra on a les des sphères dans le boules fond de dans la un champ. piscine. Oui, c'est ça, c'est ce que Thierry dit. T'imagines, on a déjà les éoliennes, si on devait mettre des boules de 9 mètres de diamètre en plus dans les champs, De pour loin, la beauté du T'en mets paysage. deux boules de de chaque neuf- côté. de chaque côté Voilà. de loin, ça peut Ça, être. c'est fait. Moi, je vois ça Voilà, dans le c'est- jardin de Sébastien. Au bout de son jardin, il y a plein d'éoliennes. T'imagines, tu rajoutes 2 boules à chaque éolienne. Ça va. Très Et jolie alors déco. Tu peux les Très peindre joli. de la De couleur nouveau. que tu veux. Ouais. En Belgique, on est en avance sur tout le monde. À Bruxelles, on en a déjà fait un monument. Oui, on en a un monument, c'est vrai, avec 9 Oui, on en a un 9. Ouais. Ça, on vous renvoie, allez chercher sur Internet, renseignez-vous. Voilà, on a fait des blagues un peu lourdes, Neuf mais boules, on en profite parce que bientôt on c'est pourra. belge. Oui, Prétentieux. mais c'est comme ça. On fait des blagues un peu lourdes, on en profite parce que après on pourra plus. Je dis ça en passant. On devra s'abstenir à un moment donné, ou en tout cas se réfréner. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Allez Seb, on va parler Firefox. Qu'est-ce qui se passe avec Firefox, hein Dis-moi. Eh bien, il y a Mythos. En fait, non, il y a une semaine, 10 jours, j'ai vu dans la presse une interview de Sylvestre Ledru, qui est le directeur d'engineering de Firefox et qui nous avait de la fondation Mozilla pour être plus précis, qui s'occupe de Firefox et qui nous avait gentiment accordé une interview dans un hors-série qu'on a diffusé un peu plus d'un an, c'était en février 2025, et donc j'ai été voir ce qu'il disait et c'était super intéressant parce qu'il parle de Mythos et un changement de paradigme pour la cyberdéfense. En fait, Mythos, désolé, je vais encore parler d'IA, c'est le nouveau modèle large language de Anthropic qui fait Claude. Alors, le Claude pour monsieur et madame tout le monde, pour moi, pour les développeurs, c'est Claude Opus, il y a Claude Sonnet. Et le 7 avril, c'est-à-dire il y a un mois à peu près, ils ont lancé Claude Mythos, qui est un modèle spécialisé dans la recherche de failles de cybersécurité, de failles de sécurité dans le code. Et ce joujou-là est tellement puissant que ça fait peur, ça leur a fait peur, et ils ont dit on va pas le sortir à tout le monde, on va d'abord le donner à des grandes entreprises pour qu'ils puissent analyser leur code avec Mythos, corriger les bugs que Mythos va trouver avant qu'on release Mythos et qu'il soit dans les mains de tout le monde, les gentils, mais aussi les méchants. Les moins gentils. Ouais. Et là où l'IA trouvait déjà des bugs par-ci par-là, Mythos c'est la bombe et c'est pas exagéré parce que c'est Sylvestre Ledru, c'est la fondation Mozilla qui le dit, c'est pas Anthropic. Donc je suis pas en train de répéter du marketing d'Anthropic, je suis en train de répéter des propos de gens qui ont testé. Et ce que Mythos a trouvé sur Firefox, donc Firefox, navigateur internet, une codebase depuis plus de 20 ans, essentiellement en C, C++, avec des parties critiques réécrites en Rust pour le moment, c'est 271 failles de sécurité. 271 failles, ce qu'on appelle des 0D, des failles encore inconnues à ce jour. Alors non seulement il est capable de les trouver, mais il est capable de les corriger également. Et donc si vous utilisez Firefox, passez à la version 150 qui est sortie il y a une semaine, il y a 10 jours, et les browsers dérivés comme Zen et tout ont été mis à jour également, parce que ces failles sont corrigés dans cette version-là. Dans son interview au Monde et sur France 24, Sylvestre dit « J'aurais préféré que ça ne soit que du marketing et que Mythos soit moins puissant qu'annoncé parce que ça aurait vraiment rendu notre vie plus facile ces derniers temps. » Il rappelle que Firefox est un des outils les plus attaqués, mais aussi les plus sécurisés depuis des décennies, avec des dizaines d'équipes de chercheurs qui regardent ce code-là et qui n'ont pas trouvé ces bugs, qui pensaient avoir tout vu et tout entendu, il dit, en matière de failles, mais le nombre de vulnérabilités découvertes par Mythos est proprement hallucinant. Et donc l'idée d'Anthropic de rendre ce modèle
pardon, j'en perds mes mots, que de rendre ce modèle en disponibilité limitée. C'est un projet qui s'appelle Glasswing. L'idée, c'est de donner le modèle à 50 organisations. Alors là-dedans, il y a Amazon, il y a Google, il y a CrowdStrike, il y a Palo Alto Networks, il y a la Fondation Mozilla, la Fondation Linux, pour qu'ils puissent tourner le modèle sur leur code source avant de le réaliser en public, avant que d'autres ne puissent le faire, ou que d'autres modèles concurrents, par des gens qui sont peut-être un peu moins inquiets quant aux impacts, ne sortent leur modèle. OpenAI a annoncé GPT 4.5 Cyber, une version spéciale pour la sécurité. Tout le monde soupçonne les Chinois de travailler là-dessus également. Et le risque, c'est que quand ce genre de modèle va arriver, et c'est une question de semaines, hein, on parle pas d'années ici, hein, éventuellement de mois, on mais pas ouvre plus. La boîte de Pandore, quoi. Ouais. Exactement. Et donc autant que ceux qui écrivent du code puissent le faire avant. Ça, c'est le côté un peu négatif de dire oui, mais quand il sera là, il va trouver 15 000 bugs partout dans Windows et autres. D'abord, il y a une bonne chose, grâce à l'open source, Anthropic a commencé à travailler sur le code de Linux avant même de donner Mythos à la fondation Linux. Donc l'open source, a priori, pourrait être protégé plus rapidement que le closed source. Je ne sais pas pourquoi Microsoft n'est pas dans la liste des membres du projet Glasswing. Je ne pense pas que ça soit une question. Je ne pense pas qu'Anthropic ait fait payer on dit investi dans l'accès. Donc il y a ceux qui paniquent. David Salomon, PDG de Goldman Sachs, la banque, qui se dit hyper vigilant et conscient. Le gouvernement britannique qui a rappelé le 13 avril que toutes les institutions financières en UK devaient renforcer un système d'urgence. Les États-Unis, réunion de l'administration des dirigeants des banques et de la Fed, donc la banque centrale, pour évoquer les défis posés par Mythos. Et ça nous amène à l'autre angle, l'angle géopolitique, et Mythos comme une arme stratégique, parce que cette semaine, Trump, alors il dit beaucoup de choses, Trump, mais il a dit non, Mythos ne peut pas être exporté, c'est-à-dire l'Europe n'aura pas accès à Mythos. L'administration américaine la considère comme l'IA la plus dangereuse du monde, à date, ça va changer, mais celui qui a Mythos peut attaquer, mais aussi peut se défendre. C'est pas qu'une question c'est une arme d'attaque. Donc que se passe-t-il si Mythos découvre des failles aussi dans des infrastructures critiques d'autres États, si les hackers russes et chinois ont accès à Mythos? La cybersécurité, on le savait déjà, mais là c'est encore plus visible, devient un enjeu de souveraineté. C'est un peu comme l'équivalent d'avoir la bombe atomique dans le monde cyber. Quoi de neuf, quoi d'autre? Sauf que, si je puis me permettre, l'arme atomique est une arme de non-emploi. C'est-à-dire que le principe même, c'est justement de ne pas l'utiliser. Tandis qu'ici, bien sûr, c'est un peu différent quand même. Mm-hmm. Il y a aussi une faille qui a été découverte dans le kernel de Linux qui est assez amusante, parce qu'elle est là depuis 9 ans, et le kernel de Linux est quand même largement regardé par tout le monde aussi. C'est 732 octets, donc 732 caractères pour simplifier, de code Python qui donne un accès root à toute personne qui a accès à une machine Linux. Donc il faut déjà avoir accès, il faut avoir un terminal, un SSH, etc. 732 lignes de code, j'ai essayé, ça marche. C'est assez surprenant. Si vous avez des machines Linux, il est temps d'ailleurs de mettre à jour votre kernel. Je crois que toutes les distros ont le correctif qui est sorti. Ça s'appelle copy fail. Donc je disais, il y a ceux qui ont peur, et puis il y a ceux qui disent aussi c'est une opportunité pour fixer tous ces bugs dans tous les logiciels qu'on utilise. Oui. Et voyons le côté. En fait, Mythos transforme un peu la cybersécurité d'un jeu d'asymétrie qui était en faveur de l'attaquant, où l'attaquant allait essayer des choses et le défenseur ne savait pas trop ce qu'on allait essayer. Maintenant, le défenseur peut prendre l'initiative, avoir un outil super puissant qui scanne le code et corriger les bugs avant que le méchant le trouve. Mais ce petit jeu du chat et de la souris entre celui qui écrit du code ou les choses qui écrivent du code et les méchants qui essayent de trouver des failles de sécurité va lui aussi s'accélérer. Qui veut rebondir? Seb, l'autre Seb. Oui, il y a un truc que le gars de Mozilla disait qui était intéressant,
c'est que selon lui, les 271 vulnérabilités, alors d'habitude ils en ont quand même 20-30 à chaque mois ou chaque release, je sais plus, mais ils en ont quand même, il y en a 270, c'est beaucoup, c'est presque un an de ce qu'ils auraient chopé, mais voilà, faut relativiser. Mais il disait, ce sont tous des bugs que en regardant, un humain aurait pu les trouver. Aurait pu trouver, ouais. Oui, mais Donc c'est pas de super pouvoir. Non, il n'y a pas de super pouvoir là-dedans, c'est juste un accélérateur. Non, mais c'est important de souligner, c'est du code qu'un humain, c'est pas dire qu'un humain devait le faire, un humain aurait pu le trouver, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des attaques qui n'auraient pas été possible de déjouer si effectivement on avait pu lire tout le code. 20 cas, 20 problèmes qui peut susciter une attaque d'un quelqu'un de malveillant, tu le gères relativement vite, tu corriges 20 cas assez rapidement. Par contre, 270 cas, il va falloir les corriger très rapidement, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est un one shot, tu ne retrouvera pas 270 le mois prochain. C'est juste pour dire. J'espère. Mais il faut se dépêcher quand même pour corriger, du coup. Mais ils n'ont pas encore réussi à trouver des exploitations de choses qui n'auraient pas pu être exploitées par un humain normalement constitué. Ouais. Et la bonne pratique de développement logiciel pour ces boîtes-là, ça va être de passer un coup de mythos à chaque changement de code aussi. Bien sûr. Une fois que ce modèle sera disponible de façon plus large, il va scanner en permanence le nouveau code pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille de sécurité introduite dans du nouveau code. Thierry, tu voulais dire quelque chose ? Moi, je voulais juste réagir sur le fait que moi, ça me fait pas franchement peur cette news, d'autant que je me suis amusé. Alors, je ne vous incite pas à faire de même, comme par exemple de prendre un LLM et de lui enlever toute forme de censure. C'est des manips super simples à faire. Il faut une machine assez bien dotée, mais en gros, par exemple, sur tous les outils qu'on vous propose, et Claude en fait partie, comme par exemple avec certaines extensions ou plugins, pour parler en bon anglais, vous pouvez par exemple le doter de, entre guillemets, un très grosse guillemets, de super pouvoirs en matière de codage, comme par exemple revoir le code, l'améliorer, mais aussi vous rendre attentif par rapport à des écritures ou des formes de codage que vous auriez un petit peu loupées ou des passages que vous auriez manqués. Et c'est bluffant de voir avec quelle simplicité on peut accéder à ces outils. On peut se les créer aussi. Il faut savoir qu'effectivement, j'enfonce une porte ouverte, mais je vais vous dire une vérité que beaucoup peut-être savent déjà. Il existe plein de LLM sur lesquels on est franchement orienté sur de l'attaque, sur du spam, sur du scam, sur d'autres choses. Mais il y a aussi une ribambelle d'outils spécialisés dans le code. Je vois là un effet d'annonce. Anthropic est en train de monter en flèche et je peux que les féliciter de ce qu'ils font, puisque j'ai laissé tomber OpenAI pour aller chez Anthropic, tellement effectivement je m'y retrouve. Je suis pas un codeur, je suis pas un développeur, j'ai pas les compétences des deux Sébastien, mais j'adore franchement maintenant, comme tu dis Marc, pisser du code, parce que je suis aidé, je suis accompagné, mais c'est bluffant de voir avec quelle simplicité on peut accéder à des outils qui vont, on va dire, un peu plus loin que la version standard laquelle on a. Je vois là un bel effet marketing qui est très fort pour Anthropic, qui est très très bon. Le Trump qui nous dit « je vais pas le filer aux Européens », j'ai envie de dire à Trump, bah écoute, ça nous fait bien marrer, parce que je pense que les Européens sont pas en reste avec des outils dont on va pas forcément faire la publicité. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Je n'ai rien à rajouter, si ce n'est à passer la parole à Sébastien qui voulait... Oui, un petit point pour le copy fail. Donc le problème qu'a remonté Sébastien sur le copy. La plupart des distributions depuis plus de 7 ans sont toutes dans le jus, sauf, maintenant il faut quand même mettre à jour, sauf certaines dont Fedora, qui effectivement est à la faille, sauf qu'avec SE Linux qui est activé, en fait, ils n'y arrivent pas. Donc si vous avez laissé le truc sur la Fedora, ok, faites la mise à jour, mais celle-là, elle ne claquera pas. Sauf si vous avez désactivé SE Linux, et là, évidemment, tant pis pour vous, quoi. Voilà.
On a fait le tour de cette question. Moi, me fait quand À même un propos, petit la peu flipper. 44, elle est sortie. Elle fait une petite pub, tu vois. Moi, c'est ce genre Coca. de news qui me fait quand même un tout petit peu flipper parce que je me dis que effectivement, on peut découvrir 20 vulnérabilités à la fois, mais quand on en trouve 270, bah, il faut réagir d'autant plus vite et qu'on n'a pas nécessairement toujours les ressources pour réagir suffisamment vite. Enfin, moi, je reste sur cette idée-là. Non, mais il y a un proverbe, Marc, là-dessus. On peut trouver 1000 vulnérabilités une fois. On peut trouver... 1000 fois. Ok, on va rester là-dessus. Non, on ne peut pas. Laissez la ref en- Laissez la merci, ref en merci, commentaire merci. si vous l'avez. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à la suite. Tu nous suis via YouTube ? Abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un commentaire et puis n'hésite pas à nous mettre un pouce vers le haut. Allez, on va parler musique. Enfin, musique. On va parler de choses créées par une intelligence artificielle et que certains appellent de la musique. Voilà. C'est bien parce que Je savais que ça allait te plaire. Je savais que ça allait te plaire. C'est très déplaisant, Thierry. Très, très déplaisant. Mais bon. Ouais, je sais. Mais j'aime offrir, j'aime faire plaisir. Oui, Non, je sais. je réalise que je passe pas mal de temps sur Reddit, hein, c'est comme une espèce de nouvel amour, et je suis tombé sur pas mal de discussions. Alors je vous en partage une qui est pas très très fraîche, mais comme j'ai vu par-ci de là des médias, dont celui de la RTS, en reparler, parce qu'effectivement il y a des vraies études sociologiques, j'y reviendrai sur phénomène, c'est toutes les questions qu'il y a autour de qu'est-ce qu'on va écouter demain. Alors, je vais déjà un petit peu poser le décor. Je vais vous parler de la musique créée artificiellement. Alors, on va appeler un chat, de la musique qu'on fait qu'on commet, pour aller dans le sens de Marc, avec de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, même si moi j'ai édité un disque il y a très longtemps sans toujours pas savoir lire une partition, il se trouve que j'avais pris des cours de chant pour pouvoir au moins poser des refrains là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire, c'était dans une autre vie. Actuellement, un prompt, une idée, une sorte de transcription d'une idée que je ferais en texte auprès d'une IA pourrait le transformer en morceau de musique. Mais est-ce que c'est de la musique ? Alors, je sais que beaucoup vont me dire non, c'est pas de la musique, et je vous donne raison. Mais maintenant, moi, ce qui me fait réfléchir par rapport à ça, c'est ce phénomène du retour au physique. Je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a pas mal de gens qui, depuis très longtemps, on a vu la vente des vinyles réaugmenter. On revient, on rachète des platines. Il y a plein de modèles qui existent avec des prises USB, des modèles portables, etc. On revient même à la cassette. Il y a des boîtes de prod qui sont des fabricants de cassettes qui sont remises à faire des supports bande magnétique. Il y a même le Walkman qui a été réinventé avec des objets assez beaux où on voit la cassette défiler, etc. Il y a une espèce de nostalgie du support musical, mais aussi de la musique que l'on peut conserver. Je constate comme une espèce de ras-le-bol de certains, et qui ne sont pas forcément les plus vieux, hein, comme nous, qui reviennent au fait de pouvoir conserver, posséder la musique. Je mets ça en parallèle avec quelque chose que je suis en train de faire, c'est-à-dire de réunir ma musique sur un support. Alors, je vais pas faire des cassettes ni des bandes Revox, je la stocke sur du disque dur pour pouvoir la voir même en étant offline. Parce que peut-être un jour Internet s'arrêtera, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en parallèle de ça, je me pose des questions, et j'ai vu des questions aussi sur Reddit, mais que vont devenir les nouveaux écouteurs, les nouveaux, les personnes qui vont, par exemple, justement découvrir de la musique. Vous avez sûrement vu déjà ces vidéos où on fait écouter à des très très jeunes oreilles des morceaux de Queen, des morceaux de AC/DC, des classiques du rock, etc. Et ça fait toujours plaisir de voir tout d'un coup ces jeunes gens redécouvrir effectivement de la musique comme on la faisait à l'époque. Et il y a aussi cet autre phénomène, on l'avait déjà parlé avec les LLM, le fait qu'on ressauce quelque chose qu'on a recréé avec l'IA. C'est-à-dire qu'en fait,
tous les LLM ont été instruits, ont été élevés avec du contenu, certes pas forcément légalement acquis, mais maintenant, on est en passe de se dire, la bouillabaisse qu'on est en train de créer avec les LLM va servir à elle-même alimenter de nouveaux LLM et ainsi de suite. Et la musique va en faire partie. L'art sous toutes ses formes, l'art pictural, photographique, et j'en passe et des meilleurs. Faites-moi une photo sous la forme de. Voilà, il y a sous la forme de certaines plateformes. Voilà, exactement. On revient à ça. Et la musique, ça va être ça. Et que vont faire les futures générations pour dire, fais-moi la musique sous la forme de l'IA machin truc. Non, ça a aucun sens, mais on va faire ça. Et ce que dit effectivement le chercheur Loïc Riom, qui est chercheur postdoctoral et chargé de cours au laboratoire d'études des sciences et des techniques de l'Université de Lausanne, il se dit qu'effectivement, il y a ce passage d'échelle qui pose toute une série de questions sur la régulation du marché du streaming, puisque, j'invente rien, c'est pas forcément une news très très récente, mais vous avez entendu, on en avait peut-être parlé dans des précédents techno, c'est que par exemple Spotify, pour pas le nommer, il faut un coupable, a une tendance qui est de plus en plus franchement avouée de mettre du contenu fait par l'IA en grand nombre, puis comme ça il n'a pas besoin de donner le maigre argent qu'il avait déjà imaginé donner aux artistes qu'il héberge. Et puis à côté de ça, il y a des bonnes pratiques comme chez nos amis français de Deezer, certes qui ont un petit peu dégrossi le fonctionnement de leur plateforme, mais qui permettent de rester dans les chiffres noirs et en plus de donner effectivement de l'argent sonnant et trébuchant aux artistes qu'ils distribuent, qu'ils streament. Le chercheur en question vient aussi sur le constat que le problème n'est pas tellement des artistes d'IA qui sortiraient un album de temps en temps, c'est aussi l'énormité du volume qui est produit et qui est téléchargé, qui est mis à jour. On parlait précédemment de GitHub. On le voit, on connaît un petit peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que là, c'est plus l'humain qui vient poser du code, c'est des machines qui posent, puis au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, on a des véritables enjeux sur l'histoire de la musique, sur les mouvances musicales, sur la fiabilité et la régularité du marché de la musique. Et puis là, l'exemple de Spotify, qui est de remplir avec du blougi-boulga son propre catalogue pour pas donner de l'argent. Et puis, voilà, exactement, merci. Et puis, comme ça, se faire ses propres revenus ou ses faux revenus pour plaire à un maximum d'actionnaires. Moi, je viens ici avec la question, à votre avis, c'est quoi la musique de demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à nos enfants sur l'éducation musicale? Parce que pour l'IA, moi j'avais imaginé que la plupart des parents allaient s'inquiéter sur le fait qu'on vienne avec tous ces outils de génération de texte ou de correction, etc. En ayant discuté comme ça à gauche à droite avec des parents, avec des enseignants, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas non plus l'immense rush. Et puis je touche du bois, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont sensibles au fait que ils n'ont pas besoin de passer le texte au détecteur de LLM, d'IA. Ils arrivent avec leur savoir-faire à détecter effectivement l'enfumage d'un élève qui a fait tout ça sur ChatGPT en version gratuite. Mais pour la musique, on va faire quoi? Est-ce qu'on aura toujours des musiciens? On aura toujours des gens qui vont apprendre la musique? Est-ce qu'on sera toujours capable d'enseigner une espèce de... je sais pas. Sincèrement, je suis inquiet. Sinon, on va tourner. C'est un trop large débat pour une fin d'épisode, mais je suis désolé de le dire, mais l'IA ne crée rien. Elle ne fait que comme certains artistes, j'en suis conscient, il y a des artistes qui sont très influencés ils ont des influences et ils retranscrivent ces influences avec plus ou moins de bonheur. L'IA, c'est ce qu'elle fait. Elle retranscrit avec plus ou moins de bonheur. Mais une IA ne sera jamais la nouvelle Billie Eilish ou le nouveau Mozart ou le nouveau... Tu vois ce que je veux dire? J'entends. La création est avant tout humaine. Là, c'est de la reproduction avec de nouveau plus ou moins de bonheur. Quand on
reprend je vais peut-être terminer mon propos. Quand on reprend le fait qu'il y ait énormément de musique créée par IA sur certaines plateformes, je ne vais pas les citer parce que sur des plateformes de musique avec des vraies musiques créées par des vrais gens, etc. Pour l'instant, à l'heure actuelle, 50% des morceaux qui sont distribués sur ces plateformes sont des musiques créées par des intelligences artificielles. Elles ne représentent pas 5% de l'audience. Donc les gens instinctivement se rendent compte qu'il n'y a pas d'humain derrière, que c'est pas humain, mais pas que pour le moment. Alors si tu me dis dans l'avenir ce sera le cas, autant se tirer une balle tout de suite, franchement, parce que je pose la question. Pour moi, ça n'a aucun sens. Oui, Sébastien, pardon. Oui, pour aller dans ton sens, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des machines, avant même parler d'IA ou autre, qui sont capables de battre tout le monde aux échecs, qu'on n'a plus le plaisir de jouer aux échecs. Non, mais là, on parle d'industrie. C'est pas, tu ne gagnes pas ta vie en jouant aux échecs à part 2-3 personnes. Oui, d'accord. Mais là, il y a le plaisir de jouer, c'est plaisir. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Jouer aux échecs, c'est de la logique, c'est des mathématiques, etc. Ici, on parle de création. On parle de création. Oui, mais là, je continue à aller dans le mien aussi. On parle de création. Je vais prendre un exemple, parce que je l'ai encore en tête. J'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps. C'est un gars qui avait fait une séquence vidéo fantastique, un vaisseau spatial qui passe devant la Lune, etc. Et on se dit, waouh, c'est fort, ça pourrait faire une introduction d'un film de science-fiction à la Star Wars ou autre. Et puis on voit le prompt du gars. Et effectivement, dans son prompt, il y a toutes les références à tous les films de science-fiction des 50 dernières années. Oui, mais s'il n'y avait pas eu les mecs qui avaient créé toute cette imagerie de l'espace, etc., le mec, il aurait pas créé ce truc-là. Marc, je suis obligé de te contredire parce qu'il y a de plus en plus de DJs qui font du code pour faire de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est autre chose. Ah oui, mais vous avez un écran. C'est de la créa pure, mais avec des outils. Donc, il n'y a plus de notion d'influence ou quoi que ce soit. C'est des mathématiques qu'on restitue. Mais là, ça, c'est autre chose, Thierry. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. C'est tout à fait autre chose. On ne parle pas de ça. On parle du mec qui dit « Ah, moi, j'ai fait un super morceau. » Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai fait un super morceau. C'est du ABBA. Effectivement, son prompt, c'était ABBA, quoi. C'était, voilà, tu me fais un morceau qui ressemble à Gimme Gimme, mais avec un peu de Waterloo, machin, etc. Oui. Et t'as fait un super morceau. Non, t'as rien fait du tout, mon grand. T'as fait de la soupe. T'as fait du gloubi-boulga, comme tu disais. Donc, c'est pas de la création. Ça, ce n'est pas de la création. Je suis désolé de le dire, mais la création est fondamentalement humaine. Voilà. Alors après, oui, il y a des choses. C'est vrai, c'est bluffant. Ça fait comme si, mais pour le reste, c'est pas de la création. Je peux apporter quelque chose, c'est ce qu'on aimerait tous croire. Cependant, les IA ont appris à manipuler les briques de base d'un langage, en commençant par les paroles. Alors eux, ils appellent ça des tokens. Nous, on appelle ça des lettres et des mots. Est-ce que quand on dit qu'un écrivain n'invente pas des nouveaux mots ou des nouvelles lettres, il ne peut pas produire ce n'est jamais qu'agencer des lettres et des mots dans un sens je suis pas d'accord. Différent. Non. Et on en arrive là. Et on a des briques de base en musique, les 7 notes, alors, etc. Si pour toi, Sébastien, la musique et écrire des paroles, du texte, etc., ce n'est que une suite de mots, je suis bien triste pour toi. Non, parce que il y a un acte créatif, mais ce que je dis, c'est qu'il n'est pas nécessairement limité à l'humain. On va voir des choses différentes arriver. À partir du moment où on maîtrise les briques de base, il est possible que d'autres choses assemblent ces briques de base pour créer quelque chose qui n'existe pas. C'est que quand je pose des arguments... qu'on parle au présent et que je pose des arguments au présent, on me rétorque oui, mais dans le futur. Oui, mais dans le futur. Au présent, je suis d'accord pour le moment. Il n'y a pas de création. Il y a de la stat. Mais comme tout change tous les 3 mois, il faudra avoir cette conversation dans 3 mois, dans un an. Mais j'y crois pas un seul instant, et je suis pas le seul à le dire. C'est pas moi tout seul qui pense ça. Par contre, les informations aimeraient bien penser qu'ils sont Mozart, mais ça, c'est un autre problème. C'est un problème d'ego, quoi. Voilà. Mais le talent et le talent créatif entre guillemets est fondamentalement humain. Ça, j'en suis et je reste convaincu. Maintenant, ça ouvre un débat, et si certains veulent rentrer dans le débat dans les commentaires, ils sont évidemment les bienvenus. Parce que moi,
Ça me travaille. Il y a Aurélien qui veut réagir aussi. Voilà. Oui, juste pour clore le débat, si quelqu'un peut mettre la main sur le disque de Thierry, n'hésitez pas à me l'envoyer, j'en ferai le usage. Non. Ah non, j'aurais dû me taire. C'était une époque où tu avais des cheveux. Vous ne trouverez pas. Ouais, voilà, vous ne trouverez pas parce que... Non. T'avais un pseudo, non ? Dernier sujet de cet épisode, pour conclure ce long épisode, on les fait de plus en plus longs, j'ai l'impression. On va faire ça avec l'un des Sébastien pour parler de l'administration hollandaise qui, abandonne GitHub. On revient sur le sujet. Voilà, la boucle est bouclée. On ne parle pas des pannes, on ne parle pas des problèmes de capacité, on ne parle pas de toutes les emmerdes dont Sébastien a parlé tout à l'heure, mais on parle du Cloud Act. Donc, Cloud Act, je pense qu'on en a déjà parlé 1000 fois, mais je résume encore, c'est le fait que si tu donnes tes données à une boîte américaine, que ce soit hébergé en Europe ou pas, de toute façon, il reste soumis au Cloud Act américain, et donc si les autorités américaines disent « tu donnes », ils donnent. Ce qui ne plaît pas ni aux Français, ni aux Hollandais, ni à plein d'autres. Et les Hollandais l'avaient annoncé qu'ils allaient commencer effectivement à rapatrier une série de leurs trucs chez eux pour pouvoir gérer eux-mêmes avec leur petite machine, quel que soit l'hébergement, mais avec un hébergement en tout cas européen. Et ici, ce sera par eux sur des serveurs en Hollande. Et donc, ils abandonnent GitHub pour passer à une des alternatives que citait Sébastien tout à l'heure, Forgejo. Je trouve que c'est pas forcément le nom le plus facile à prononcer, donc je lui promets pas un succès phénoménal pour les francophones en tout cas. GitHub était plus facile, et donc il y a déjà toute une partie de ministères hollandais qui ont migré, affaires étrangères, agriculture, etc. Donc tout le code source est balancé là-dessus et devient 100% sous le contrôle des Hollandais, ce qui pour quelque chose de public ne me semble pas totalement débile. En même temps, ils ont poussé vers d'autres points, c'est-à-dire on abandonne Microsoft Office pour les trucs libres, et etc. Donc les Allemands avaient fait ça il y a des années en disant tiens, on abandonne Microsoft et on passe sur du Linux. Ils sont revenus en arrière, ils ont rétropédalé, ils étaient peut-être un peu trop en avance, mais maintenant la Hollande suit, une partie de l'Europe suit en disant allez, en France un peu, ouais. Mais en France, il y avait eu le même genre. C'était pas centralisé. C'était certaines administrations étaient passées sous Linux. Ils ont dû rétro-pédaler parce qu'effectivement, ils étaient plus du coup au clair avec les autres administrations. Donc, si tout le monde le fait pas, personne ne le fait. Et c'est un peu, ça rend les choses encore plus complexes en fait. C'est ça. Mais la première fois était compliquée, mais on parle il y a peut-être une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a un moteur un peu différent. Le moteur politique, géopolitique et économique fait que finalement, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne où on va tous passer sur du libre un peu partout. Et donc, pas plus mal. Donc, si vous voulez un nouveau poste dans les administrations hollandaises, faites comme moi, poussez la barbe. Tout ça pour dire que nous avons deux barbus dans l'équipe, l'un plus que l'autre, mais à peine, effectivement. Comme un concours. Voilà, exactement. Alors, j'ai dû me raser, mais la semaine passée pour... bref. Donc, mais ça va revenir, ça revient, ça repousse. Oui, c'est ça l'avantage, c'est que ça repousse tout le temps. Ça va vite. Ouais. On arrive au bout de cet épisode. Merci de l'avoir écouté, évidemment. N'hésitez pas à le commenter, ça je n'hésiterai pas à le répéter encore et encore. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Partagez aussi, tant qu'à faire. Effectivement. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre également, dans laquelle nous partageons notre veille technologique hebdomadaire avec l'ensemble des chroniqueurs. Je peux parler, tout le monde s'en fout. Autour de moi. C'est sûr, on t'écoute. Ouais, tu n'oublieras pas d'éteindre en sortant. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Passez de très bons moments en réécoutant nos épisodes, et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand ce sera, et je ne sais pas ce que ce sera, donc ce sera une surprise pour vous comme pour moi. À très bientôt. Wow. Salut. Ciao.